Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, elle s'appelle Monaco Santé. Il s'agit d'une nouvelle plateforme numérique qui va faciliter la gestion de notre santé. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, nous présentera ce tout nouveau portail opérationnel depuis aujourd'hui. Puis nous parlerons du bilan sanitaire en principauté. Le nombre d'hospitalisations est en nette hausse depuis quelques jours. Le CHPG est plus mobilisé que jamais. Son directeur Benoît de Sévelinge sera avec nous pour aborder la situation actuelle. Dans ce journal également, nous nous rendrons sur le chantier de l'îlot Pasteur. Et puis une équipe de Monaco Info a assisté à la générale de Thaïs, ouvrage de Jules Massenet, présenté par l'Opéra de Monte-Carlo. Mais avant cela, la transition numérique améliore de nombreux aspects de notre vie. Vous le savez, cette transition est en marche depuis plusieurs années en principauté. Elle concerne aujourd'hui le domaine de la santé avec la création de Monaco Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Monaco Santé est une plateforme numérique qui va jouer un rôle important dans toute notre démarche santé en principauté. Alors oui, un rôle fondamental, ce que nous voulions tous ensemble, c'est-à-dire puissance publique et puis acteurs du monde de la santé, c'était proposer un portail qui fluidifie la relation et qui nous rapproche. Donc qui permette au public d'avoir des renseignements, de prendre des rendez-vous, de consulter l'annuaire des professionnels de santé et puis qui permettent aux acteurs du monde de la santé d'échanger entre eux, de recevoir de l'imagerie médicale et d'autres applications encore. Voilà, donc c'est vraiment un portail, comme vous venez de le dire, qui va faciliter nos démarches. Concrètement, qu'est-ce qui sera possible de faire sur Monaco Santé? Vous nous avez déjà donné quelques pistes avec par exemple la prise de rendez-vous avec un professionnel de santé? Alors concrètement, si je suis grand public, je suis quelqu'un qui réside à Monaco, travaille à Monaco, ou si je suis de passage en principauté, je peux m'intéresser aux actualités de la principauté de Monaco. Je peux avoir des renseignements et des numéros utiles, pharmacien de garde, médecin de garde. Je peux aussi accéder à la prise de rendez-vous de praticiens de santé. J'ai un annuaire des professionnels de la principauté de Monaco et je peux prendre rendez-vous avec eux. Ça, c'est si je suis soit un résident, soit un patient. Et puis si je suis un acteur du monde de la santé, je pourrai bientôt disposer d'un système de messagerie sécurisée qui permettra d'échanger avec mes patients, avec mes confrères. Je vais bénéficier d'un système de téléconsultation très prochainement pour pouvoir suivre ma patientèle. Je vais bénéficier d'un système également de transfert d'imagerie médicale pour pouvoir poser des questions aux confrères, avoir un deuxième avis. Donc vous voyez un système qui en fait donne de la souplesse et qui rapproche en fait l'ensemble des interlocuteurs. Donc disponible pour tous et disponible également en plusieurs langues, monsieur le conseiller. Alors disponible pour tous parce que c'était bien l'idée, et disponible en plusieurs langues parce que nous avons une population résidant en principauté de Monaco qui vient de différents horizons. Donc nous proposons déjà en fait le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le russe. Et Monaco Santé a pour vocation d'évoluer dans le temps avec de nouveaux services dans les prochaines semaines. Exactement. L'idée, c'est que c'est un dispositif, c'est une plateforme qui va évoluer au fur et à mesure des besoins. Et donc, c'est ce que nous faisons, puisque je vous l'ai indiqué, nous anticipons la livraison prochaine d'un module de téléconsultation. Nous travaillons en ce moment même sur la possibilité pour l'acteur de santé d'envoyer directement ses fiches électroniques aux organismes de remboursement sans manipulation supplémentaire. Donc, l'idée, c'est de donner de la fluidité, que ce soit un outil à disposition des professionnels. Didier Gamerdinger, le numérique est également au service de la campagne de vaccination. Un nouveau service en ligne a été lancé mercredi pour faciliter la prise de rendez-vous pour se faire vacciner. On écoute Frédéric Ginta, délégué interministériel chargé de la transition numérique, et on se retrouve juste après. Monaco Santé contribue déjà au programme du gouvernement de vaccination et contribue de plusieurs manières. La première, c'est pour le patient. Le patient pourra prendre rendez-vous en ligne sur Monaco Santé de deux façons différentes, en remplissant son formulaire et en étant rappelé, ce qui est déjà disponible. Il y a eu plus de 100 demandes de rendez-vous via l'envoi de la fiche alors que le site est lancé depuis hier soir, et dans un temps futur directement en ligne. Le deuxième aspect, c'est que l'ensemble des rendez-vous seront sur l'agenda Monaco Santé. Donc pour les gens qui travaillent, pour les secrétariats,
c'est une expérience plus facile et ça permet d'avoir une vision complètement consolidée des rendez-vous. Donc ça permet que l'outil soit robuste et que la vaccination se passe bien. Enfin, pour le patient, il y a un avantage en termes d'expérience. Le patient, grâce à Monaco Santé, recevra des SMS de rappel. Le rendez-vous pour la deuxième dose sera pris de manière automatique sur le portail Monaco Santé. Donc tout ça montre l'importance de Monaco Santé au service du sujet le plus stratégique du gouvernement qu'est la vaccination. Didier Gamerdinger, le numérique est un réel support dans le domaine de la santé. Qu'apporte-t-il en plus? Alors ce qu'il apporte, c'est que en fait, il rapproche les personnes. On pourrait craindre, et c'est une remarque qui a été faite, que le numérique désincarne distance, que chacun soit derrière son ordinateur, son écran et son clavier. Et en réalité, c'est exactement le contraire. Donc le numérique apporte de la proximité. Je vais pouvoir savoir ce qui se passe en Principauté de Monaco dans le monde de la santé. La direction de l'action sanitaire pourra passer des messages sur les campagnes de prévention, l'alcool, le tabac, les addictions, le cancer du sein. Et donc on voit bien que ça crée un lien extrêmement fort entre nous. Même chose entre les acteurs du monde de la santé et la patientèle. Donc nous réunir, nous rassembler, faire en sorte que nous soyons plus forts tous ensemble. Et faciliter les démarches. Nous parlions tout à l'heure de la campagne de vaccination. Où en est la Principauté, monsieur le conseiller? Alors la Principauté de Monaco vaccine largement. Vous le savez, nous avons commencé par les personnes âgées de plus de 75 ans, pour celles qui le voulaient évidemment, parce que c'est volontaire et c'est gratuit. Donc celles qui sont en institution et celles qui résident en ville. Et nous avons pu vacciner l'ensemble des personnes qui le souhaitaient. Nous avons dans le même temps commencé à vacciner certains professionnels de santé, ceux qui travaillent notamment dans les institutions d'accueil de personnes âgées ou au centre hospitalier Princesse Grasse, au centre cardio-thoracique. Nous avons ouvert un nouveau groupe qui est celui des personnes âgées de 65 à 74 ans, ainsi que les personnes plus jeunes qui peuvent souffrir de pathologies. Donc nous avançons de manière résolue et nous avons vacciné pratiquement 3000 personnes en Principauté de Monaco à ce jour. Merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter Monaco Santé, disponible donc sur Internet et sur notre smartphone. Merci beaucoup Émilie, bonne soirée. Et nous restons dans le domaine de la santé avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, le centre de vaccination Covid-19 déménage le 25 janvier. Direction le Grimaldi Forum qui devient le centre national de vaccination. À partir de lundi, l'espace Léo Ferré demeure dédié au dépistage PCR. Je vous rappelle que pour vous faire vacciner, l'inscription est obligatoire, soit par téléphone au 92 05 55 00, soit en ligne sur le site covid19.mc. Dans un tout autre domaine, nous vous en avons parlé hier. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement princier propose d'accompagner les Monégasques dans leur transition énergétique. Il existe une aide financière plafonnée à 3 000 € et couvrant jusqu'à 30% du montant total des factures éligibles pour des petits équipements et aménagements afin de réduire les consommations énergétiques des logements. Une aide valable pour le remplacement d'une cuisinière au gaz ou d'ancienne génération par une cuisinière électrique, étiquette A, le remplacement d'un cumulus d'ancienne génération par un nouveau modèle avec étiquette B minimum, certifié CE et doté d'un programmateur, ou encore l'achat de LED pour 30 unités maximum. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook Transition énergétique Monaco. Une dernière information concernant la jeune chambre économique de Monaco, Frédéric. L'année 2020 ayant été fortement perturbée par la crise sanitaire du coronavirus, la JCEM a décidé de renouveler le mandat de Marion Soler au poste de présidente nationale. 2021 sera synonyme de nombreux changements au sein du mouvement, à la fois en termes d'événementiel et d'actions liées à l'entrepreneuriat monégasque. Merci Frédéric. Un an après la découverte du premier cas de Covid-19 en Chine, le virus continue de bouleverser notre quotidien. Plus de 1200 personnes ont été touchées par le coronavirus en Principauté. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. Et direction le centre hospitalier Princesse Grasse où nous sommes en ligne avec son directeur. Bonsoir Benoît de Sévelinge. Bonsoir Émilie. On commence toujours notre entretien par un bilan de l'épidémie en Principauté. Sur nos hospitalisés, à l'heure où je vous parle, nous avons en tout 45 patients positifs à l'hôpital. Sur ces 45 patients, il y en a seulement 24 qui sont là pour une cause Covid.
8 sont en réanimation ou en soins critiques et 16 sont en unité conventionnelle. Ça veut dire qu'on a 21 patients qui sont hospitalisés dans d'autres unités, mais pour un motif qui n'est pas le Covid. D'accord, on constate quand même, Benoît, une nette accélération des hospitalisations ces derniers jours. Est-ce que l'on doit être inquiet? Alors, sur le CHPG, nous ne sommes pas inquiets. D'abord parce que sur les capacités qu'on a installées, on a encore beaucoup de disponibilité. Les chiffres que je vous ai donnés, ça représente 53% de taux d'occupation en hospitalisation conventionnelle sur l'unité Covid uniquement, sachant qu'on pourrait très bien mettre des patients Covid dans d'autres unités qu'on aménagerait à ce moment-là. Et sur la partie réanimation soins critiques, on est seulement à 42% de taux d'occupation par rapport aux capacités qu'on a installées et donc qu'on peut étendre. Pas de risque de pénurie de lits? Pas du tout. Nos capacités d'hospitalisation sont loin d'être saturées. Il y a un deuxième facteur qui nous rassure quelque part. C'est un travail qu'on fait avec la ville en réalité. Donc je pense que tout le monde connaît désormais le devenu célèbre centre de suivi à domicile Covid, qui permet en fait un suivi téléphonique des patients qui sont diagnostiqués positifs. Donc vous êtes diagnostiqué positif, on vous appelle tous les jours pour savoir comment vous allez. Au-delà de ça, on a fait un constat au mois de novembre à l'hôpital, qui était que finalement, on hospitalisait des gens qui, entre leur PCR et leur hospitalisation, n'avaient jamais vu un médecin. Donc, les hospitaliers et les généralistes qui sont installés à Monaco ont travaillé ensemble pour essayer de combler, entre guillemets, ce trou dans la raquette et permettre à des patients qui ont été identifiés comme des patients à risque d'être visités par un médecin quand ils n'ont pas déjà la visite de leur médecin traitant. Et ça nous permet d'avoir des informations en amont de l'hospitalisation, en plus bien sûr de rassurer le patient. Dernier élément, je suis régulièrement sollicitée par rapport au nombre de patients contaminés, donc qui sont publiés chaque jour par le gouvernement princier dans une volonté de transparence totale. Mais ces chiffres-là, nous, on les analyse de manière un petit peu différente. Aujourd'hui, vous avez 116 patients qui sont suivis en ville. Sur ces 116 patients, il n'y en a qu'une partie qui a un âge qui permet de s'inquiéter ou des comorbidités. Et nous, ça va nous permettre d'anticiper sur l'évolution de la maladie dans les populations à risque. Ce qui peut être un bon indicateur et puis répondre Tout aussi à fait. aux interrogations qu'il y a sur les réseaux. On a lu aussi sur les réseaux qu'il y aurait eu des transferts vers d'autres hôpitaux. Est-ce que c'est le cas, Benoît de Sévlinges? Alors, nous avons eu un transfert pour un patient qui devait bénéficier d'une prise en charge extrêmement spécialisée qui ne se fait qu'au CHU à la PHM, donc à Marseille. Mais c'est le seul transfert qu'on a eu. Donc, cette rumeur, entre guillemets, de transfert, on l'entend depuis le début, elle est totalement infondée. Vous parliez tout à l'heure du bilan qui est fait, du bilan sanitaire qui est fait chaque soir par le gouvernement princier. On dénombre aussi, malheureusement, des décès. Alors, on a travaillé là-dessus, effectivement, parce que c'est une autre source d'inquiétude de la population qui nous remonte. Donc, depuis 11 mois que dure la crise sanitaire, on déplore 18 décès au CHPG. L'âge moyen, c'est 84 ans. Et 100% des patients qui sont décédés présentaient également au moins une comorbidité. En moyenne, ils présentaient 3 comorbidités au moment où ils ont contracté la Covid-19. Début janvier, vous aviez été surprise déjà par cette hausse de cas. Là, à quoi vous vous attendez? Très sincèrement, on a plutôt l'impression que ça se calme, en tout cas sur le profil de patients qui nous intéresse à l'hôpital, c'est-à-dire les patients à risque. On en a peut-être quasiment terminé avec l'effet fête de fin d'année. Néanmoins, je recommande la plus grande prudence. La vaccination est là. La vaccination, c'est probablement ce qui va nous permettre de sortir un petit peu de cette situation de crise. Donc cette fois encore, je ne peux que appeler l'ensemble des personnes résidentes et travaillant en principauté à une stricte application des gestes barrières et surtout à protéger les personnes à risque. Et le personnel de santé est concerné par cette vaccination, Benoît? On a 2 parties à assurer, la vaccination des résidents et la vaccination du personnel. Donc les résidents, c'est le centre Régnier 3, la Quiétudine et le Cap Fleuri. Actuellement, 73% de nos résidents ont été vaccinés. Il y en a environ 15% qui refusent le vaccin. Et les autres sont en attente pour des raisons qui sont soit d'ordre médical, soit d'ordre juridique lorsqu'il s'agit de majeurs protégés, mais qui vont l'être dans les semaines à venir. Du côté du personnel, on a une demande qui est extrêmement forte. On a plus de 50% des médecins qui veulent être vaccinés et plus de 30% du personnel non médical qui veut l'être.
Un dernier mot sur le fonctionnement actuel du CHPG. Malgré la situation, est-ce que les autres services fonctionnent normalement? Là, on a pris la décision de nouveau d'arrêter tout ce qui est chirurgie esthétique et chirurgie bariatrique parce que ce n'est pas une priorité absolue. Tous les services sont en fonction, toutes les activités de soins sont opérationnelles et tous les patients sont accueillis. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de déprogrammer. Merci beaucoup, Benoît de Sévelinges, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Émilie. Merci. C'est l'un des chantiers phares actuels. Le chantier de l'îlot Pasteur marquera l'entrée de ville dans la partie ouest du territoire. Dans la continuité de l'îlot Régnier 3, il offrira pas moins de 11 services, dont un nouveau collège. Alexandra Pani, vous êtes sur place. Oui, Émilie, vous le voyez, je me situe tout près du chantier îlot Pasteur, un chantier qui est prévu en livraison d'ici la fin 2023, début 2024. Serge Second, comment est-ce que ce chantier se déroule? Est-ce qu'on est dans les temps déjà? Oui, alors en effet, le chantier qui avait démarré en septembre 2019 par les travaux de fondation se termine dans la première partie derrière moi, côté îlot Canton, là-bas, côté Hélios. Vous avez les travaux de fondation qui se terminent. Et comme prévu, nous avons pu attaquer le gros œuvre de la boîte acoustique depuis à peu près septembre. Donc vous voyez derrière que ça va s'achever dans cette partie moins devant le Millennium Villa Pasteur. On va finir à l'été, donc on aura déjà vu la configuration un peu définitive du socle, du parvis. Et après, à partir de là, ou déjà dès l'été, on va pouvoir attaquer les terrassements, donc le creuser les 4 niveaux de parking sous le niveau de l'avenue de Fontvieille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ce qu'on va pouvoir trouver une fois ce chantier terminé? Alors c'est un programme assez complexe, sur 100 000 m², nous allons construire donc un centre de massification des déchets, un centre de tri postal en remplacement de plusieurs entités de la Poste, à la Scala notamment, et à Fontvieille. Nous allons construire un parking de 900 places, parking public. Nous allons construire donc le collège Charles III, avec sa piscine, son gymnase et un auditorium. Nous allons aussi reconstruire l'espace Léo Ferré, en remplacement de celui qui est actuellement dans le centre commercial, en vue de son extension. Nous reconstruisons aussi une médiathèque, en remplacement de la bibliothèque Notari, DVDTech et Sonothèque, disséminée dans Monaco. Et après, donc, un immeuble domanial de bureaux, sous un grand socle en verre, qui reproduit à peu près l'ancien terrain naturel avec le mur en pierre, les voiries. Au-dessus, nous aurons donc en superstructure donc 2 gros immeubles qui dépasseront, le collège et l'immeuble de bureau avec sa médiathèque en rez-de-chaussée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On ne manquera pas de revenir voir ce chantier pour suivre tout cela de plus près. Et c'est un chantier qui se poursuivra ensuite dans les prochaines années du côté de l'îlot Charles III. Merci Alexandra. Nous suivrons cela en effet de très près. Du sport à présent, le départ du 89e Rallye Monte-Carlo a été donné aujourd'hui à la mi-journée, Frédéric Hélion. Avec 2 premières spéciales d'une vingtaine de kilomètres dans les Hautes-Alpes, Saint-Didier, Corps et Saint-Maurice-Saint-Bonnet, Odd Tanak vire en tête après cette première journée de course. Le pilote estonien devance de 3 secondes Kalle Rovanperä et de 8 Elfriede Evans. Sébastien Ogier est 5e à 17 secondes. Sachez que vous pourrez suivre tous les jours le 89e Rallye Monte-Carlo sur Monaco Info avec un résumé des spéciales de la journée vendredi et samedi soir, ainsi que la cérémonie de remise des prix dimanche en direct sur notre chaîne. Prise d'antenne 16h. Une cérémonie de remise des prix qui sera commentée par vous, Frédéric, et notre consultant Franck Phillips. Il sera d'ailleurs notre invité demain. En football, Monaco connaît son adversaire pour les 32e de finale de Coupe de France. Oui, l'ASM se déplacera à Grenoble, actuellement 5e de Ligue 2, à 2 points du podium. La rencontre aura lieu le 9 ou 10 février au Stade des Alpes. Au tour précédent, le GF38 avait éliminé Clermont au tir au but. Les joueurs de Niko Kovac font, eux, leur entrée dans la compétition. Et puis nous l'avons appris aujourd'hui, Frédéric, la Roca Team se sépare de Daral Willis. Après 6 mois passés sur le rocher, l'intérieur américain quitte la Roca Team direction l'Italie. Daral Willis terminera la saison avec le club de Brescia. Merci Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Culture, à présent l'Opéra de Monte-Carlo présente une nouvelle production en coproduction avec l'Opéra de Hong Kong. Thaïs de Jules Massenet, présentée à partir de demain, vendredi, à la salle Garnier. José Sacré a assisté à la générale. La ville est livrée au péché, une femme, Thaïs,
Thaïs, l'opéra de Jules Massenet, de retour sur la scène de la salle Garnier après 70 ans d'absence, avec dans le rôle titre Marina Rebecca, qui malheureusement n'a pas chanté durant la Générale, avec Jean-François Borras, Nicéas, et l'extraordinaire Ludovic Tézier dans le rôle d'Athanaël. Cette nouvelle production est un spectacle surprenant parfois, poétique souvent, bref, de toute beauté. Ma vision des choses, c'est que Thaïs est une victime d'un fou de Dieu qui s'appelle Athanaël et qui est pris entre le désir de la chair, c'est-à-dire l'amour charnel et intense qu'il porte à Thaïs, qui est une prêtresse du culte de Vénus, et sa foi qui lui interdit tout contact avec les femmes. Et donc, dans ce travail de metteur en scène, j'essaye de montrer tout ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide que Athanaël, sur la fameuse méditation emportée par une fougue érotique, va aller jusqu'à tuer Thaïs, toute la deuxième partie, finalement, n'est que le fantasme d'Athanaël sur ce qu'il croit être devenu Thaïs, c'est-à-dire un pur esprit dévoué à Dieu. Et c'est l'histoire que lui-même se raconte, et c'est ainsi qu'en deuxième partie de l'ouvrage, tout l'univers réaliste, très coloré de la première partie, tout passe en noir et blanc, pour bien montrer qu'on est dans la tête d'un homme, un fou. L'opéra Thaïs de Jules Massenet à découvrir donc à partir du 22 janvier à la salle Garnier. À noter que toutes les représentations auront lieu à 14h. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour cette fin de semaine. Une amélioration est-elle prévue pour la journée de vendredi, Frédéric ? Pas vraiment, Émilie. Au contraire, la matinée sera pluvieuse, puis la pluie va vraiment s'intensifier dans l'après-midi, avec de forts orages de prévus, accompagnés par moments de rafales pouvant atteindre les 65 km/h. Côté température, il fera 8 degrés le matin et 11 l'après-midi. On ne le verra pas, mais le soleil se lèvera à 7h55 pour se coucher à 17h28. Vendredi 22 janvier, nous fêterons les Vincent. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. L'information continue sur nos réseaux sociaux, l'occasion de voir ou revoir tous nos entretiens ainsi que nos reportages. Rendez-vous demain, même chaîne, même heure, pour un nouveau JT dans lequel nous reviendrons notamment sur la galerie des Salines, la future liaison qui permettra de relier à pied le jardin exotique et Fontvieille. Petit aperçu déjà ce soir avec les photos de Michael Alési. Très belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info.